Serendipity est un mot anglais difficile à traduire, mais que l'on pourrait résumer par le fait de cultiver les heureux hasards, ou en d'autres termes, rester ouvert et attentif aux synchronicités de la vie. Je suis Mélanie, naturopathe et thérapeute spécialisée en fertilité féminine, et je suis moi-même confrontée à l'infertilité inexpliquée depuis plus de 8 ans maintenant. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison, et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, de remettre de la conscience dans nos vies et de renaître. Dans ce podcast, je reçois des femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères pour se reconnecter à elles-mêmes et retrouver confiance en un avenir joyeux. 2 fois par mois, je vous donne rendez-vous pour découvrir un nouveau témoignage, grâce auquel, je l'espère, vous vous sentirez moins seul, réconforté et peut-être même déculpabilisé. Bienvenue dans Serendipity, le podcast qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Pour ce 9e épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Pauline du compte Instagram La Nana Blonde, sur lequel elle partage son mode de vie alliant santé et plaisir, ses astuces pour une vie plus écolo et de super recettes végétariennes entre autres. Pauline a toujours su qu'elle aurait des enfants un jour et comme nous toutes, elle pensait qu'il était facile et naturel de tomber enceinte. Malheureusement, les choses n'ont pas été si simples et en annonçant sa grossesse sur son compte il y a quelques semaines, elle a tenu à dévoiler une partie de son parcours. Après plusieurs mois d'essai et une aménorrhée secondaire, quand on leur annonce qu'elle et son chéri devront passer par la PMA, ils le vivent comme un soulagement. Ils sont enfin pris en charge et la médecine représente la solution à leurs problèmes. Ils ne se doutaient pas que le chemin serait encore long et douloureux. Tout au long de son parcours, Pauline a trouvé du soutien auprès de son compagnon, de ses proches, mais aussi des blogs et des podcasts, et elle veut aujourd'hui à son tour partager son histoire pour aider les femmes qui, comme elle, souffrent de cette attente. Elle a d'ailleurs posté 2 articles sur son blog que je vous invite à lire et qu'elle a conclu par un joli message que je vous partage ici. À toi qui galères, qui n'en peut plus d'entendre c'est pour quand, qui pleure à chaque annonce de grossesse puis qui culpabilise de ne pas arriver à être heureuse pour les autres. Je t'envoie tout mon amour et te souhaite de tout cœur d'avoir toi aussi ton petit miracle. Je vous laisse avec ce joli témoignage porteur d'espoir. Bonjour Pauline. Bonjour Mélanie, Ça va ? et toi? Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir ici. Avec plaisir, merci à toi de m'avoir invitée. Écoute, on va pouvoir commencer. Je te laisse te présenter dans un premier temps. D'accord, moi c'est Pauline, j'ai 32 ans, bientôt 33. Puis je suis rédactrice du blog La Nana Blonde, je tiens le compte Instagram du même nom. Et j'ai annoncé il y a pas longtemps ma grossesse. Yes. Et en fait, tout de suite après le lendemain, j'ai fait une petite vidéo pour apporter mon soutien à toutes les femmes qui galéraient en fait à être enceintes. Ouais. Parce que moi-même à certaines annonces de grossesse, en fait, j'ai pleuré des fois Ouais. sur des autant pour des proches, autant pour des nanas que je suis sur Instagram. Et en fait, voilà, j'avais envie d'apporter mon soutien et de leur dire que je comprenais, que je l'avais vécu. Et c'est vrai que j'ai dit que c'était un parcours médicalisé, donc j'ai commencé à avoir un peu des questions. Mais globalement, comme j'avais dit que j'en parlerai, mais que je savais pas tout le long en fait de notre parcours de PMA. En fait, moi j'aurais eu besoin de lire des retours d'expérience, de trouver ça, et je l'ai pas eu en fait. Après, j'ai pas cherché parce que j'avais pas aussi envie de m'exposer à de la négativité. Je me disais qu'il fallait que j'en parle. Et du coup, j'avais dit donc dans la vidéo que j'en parlerais, mais que je savais pas encore comment et par quels moyens. Et du coup, j'appelais les gens qui avaient des questions à pour l'instant respecter ce silence, et que après j'ouvrirai les questions une fois que j'en aurai parlé. Est-ce que tu peux nous dire quand est apparu ton désir d'enfant ? Est-ce que tu as toujours voulu avoir un enfant ou c'est arrivé un petit peu plus tard en fait ? Alors non, moi j'ai toujours voulu avoir des enfants. Je voulais même avoir des enfants jeunes. Ouais. Mais bon, la vie a fait que je n'ai pas rencontré la bonne personne, ou alors que c'était pas le bon moment. Et puis et puis donc du coup, Pierre, je l'ai rencontré, j'avais déjà 28 ans. D'accord. Lui, il en avait 26, il est un petit peu plus jeune que moi. Mais voilà, c'est vrai qu'au début, on n'en parlait pas. Je m'étais assurée quand même assez rapidement qu'il en voulait, parce que j'avais Ouais. 28 ans et j'avais pas envie de perdre du temps avec quelqu'un qui ne voudrait pas du tout d'enfant. Mmh. Donc il m'a dit oui, que c'était pas du tout dans ses projets, mais que dans l'avenir, oui,
qui voulait fonder une famille. Donc D'accord. une fois que j'étais rassurée sur la question, après, j'ai commencé à lui en parler, je crois un petit peu après, au bout de 2 ans de relation. J'ai commencé à avoir envie, moi c'est vrai que ça faisait déjà 8-9 ans que je travaillais, que ouais, j'étais installée, dans ma vie et que, j'avais envie de plus en fait et c'est vrai que, sur le coup, il a été surpris parce qu'en fait, j'en ai parlé comme ça alors que, enfin, un soir, je suis arrivée, en gros, je me suis balancée d'un: «Écoute, j'aimerais bien avoir un enfant», et alors il était pas prêt parce que c'est vrai, pour le coup, on n'en avait pas du tout parlé, et je lui ai dit: «Ne me réponds pas maintenant, pense-y», et puis, je crois qu'il m'en a reparlé le lendemain. Il m'a dit: «Écoute, je suis un peu tombée des nues parce que je m'y attendais pas». Moi, c'est vrai que pour l'instant, lui, c'était pas dans ses projets. D'accord. Pour l'instant immédiat en tout cas, à court Oui, terme, oui. c'était pas dans ses projets. À l'époque, on louait un appartement Mmh. et moi j'étais propriétaire d'un autre appartement que j'ai mis en location pour habiter avec lui et Mmh. il m'a dit: «Moi dans ma tête, l'idée c'est d'abord qu'on achète tous les 2. Pas forcément qu'on se marie, mais voilà, qu'au moins qu'on achète, mon compagnon, c'est quelqu'un qui a besoin d'être stable financièrement, Mmh. enfin voilà, qui a un grand besoin de stabilité. Ouais. Donc du coup, j'ai dit: «OK, bah, si tu prêt à t'engager là-dedans avec moi, bah, viens, on commence à regarder pour acheter». Donc après, c'est vrai que finalement, ça a pris du temps, ce projet-là, Mmh. parce que, il fallait que je vende mon appartement et mon appartement ne se vendait pas. Et puis finalement, c'est lui, un jour, qui m'en a reparlé et qui m'a dit: «Écoute, moi je suis prêt, viens, tu arrêtes la pilule». Et là, c'était moi qui étais plus prête, en fait, qui passais Ouais. plus du tout à ça. Parce qu'on n'avait toujours pas acheté, mon appart se vendait pas, donc et du coup, je lui ai dit: «Bah, attends, je vais réfléchir», et j'ai réfléchi quelques jours et je me suis dit: «Bah, tant pis, je pense qu'il y a pas de moment idéal dans la vie», et puis, Ouais. enfin, voilà, l'appartement, il est petit, mais il est pas non plus minuscule. Enfin, je veux dire, si jamais ça arrive pendant qu'on est encore dans l'appartement, je veux dire un berceau et une table à langer, ça peut quand même se mettre. Et du coup, j'ai pris la décision d'arrêter la pilule, pensant que, tout allait se passer, naturellement dans le meilleur des mondes, voilà. J'avais Ouais. pas du tout, de projet, dans la durée, en fait, je savais pas quand est-ce que ça allait se passer, j'étais assez sereine là-dessus, en fait. Au début, je me posais pas de questions. D'accord. Sauf que j'ai arrêté la pilule et en fait, j'ai fini ma plaquette. J'ai eu, les règles de la pilule, qui Mmh. ne sont pas des vraies règles, hein, c'est des règles, ce Oui. qu'on appelle de privation. Et Mmh. puis mon cycle ne s'est jamais redéclenché, en fait. D'accord. Et c'est là que ça a commencé, en fait. C'est que bon, au début, je me suis dit: «C'est normal, ça fait 16 ans que je prends la pilule, mon corps il est un peu endormi», du coup, bah, j'ai attendu plusieurs mois et puis au bout de 3-4 mois, j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter et je suis allée voir ma gynécologue, et c'est là que, les examens ont commencé. Donc au tout début, elle était pas du tout inquiète, elle m'a donné de la progestérone pour provoquer mes règles. Mais j'avais pas envie de substituer une hormone par une autre. Donc au début, je l'ai pas pris et je me suis dit: «Bah, je vais essayer avec les méthodes naturelles». Donc j'ai consulté des naturopathes, j'ai fait des détox, j'ai pris des trucs à base de plantes, rien. Je suis allée voir, 2 ostéopathes, dont une qui est spécialisée, dans tout ce qui est gynécologie, enfin je suis allée voir quelqu'un en médecine chinoise, enfin voilà, j'ai essayé quand même beaucoup de choses Ouais. et puis rien. Du coup, au bout d'un moment, mon compagnon m'a dit: «Écoute, ça fait, heu, ça fait quand même plusieurs mois que tu essayes les méthodes naturelles, c'est tout à ton honneur, mais bon maintenant, si tu es OK, on va peut-être faire confiance à la médecine moderne et prendre le traitement que la gynéco t'a prescrit». Ouais. C'est ce que j'ai fait, mais ça n'a eu aucune incidence. Ah ouais. Voilà, et du coup, je suis revenue la voir et c'est là qu'elle a commencé à me faire plusieurs examens voilà, tout ce qui est, bilan hormonal, hystérosalpingographie, échographie, enfin, je sais plus dans quel ordre exactement, mais puis elle a commencé à chaque fois que je la voyais, c'était des hypothèses différentes, voilà, il y avait pas, comme elle arrivait pas à poser de diagnostic là-dessus, elle pouvait pas me dire vraiment, ce qu'on pouvait faire. Mais voilà, enfin, sur la fin, elle commençait à me parler de pompe à LH, que j'allais,
qu'on allait me mettre sur le corps et qui allait m'envoyer de la LH, toute la journée. Elle était spécialisée en fertilité? Non, alors elle non, c'était une gynéco, enfin c'est une gynéco, classique, D'accord, mais elle travaille beaucoup avec le centre de PMA de Toulon, donc elle s'y d'accord. connaissait quand même un petit peu Ouais, et elle avait déjà un peu, parlé de mon dossier, en commission d'accord. et puis bon, après elle me dit: «Bon, quand même avant de vous mettre des hormones, je sais pas quoi, on va tester monsieur» Mmh. et puis, ben, en testant monsieur, on s'est rendu compte que monsieur aussi, c'était compliqué de son côté. D'accord. Donc voilà et là du coup, et là je me rappelle parce que Pierre m'a accompagnée ce jour-là, la voir et donc quand elle nous a annoncé que, du coup elle nous a dit: «Bon ben, on fait un test de contrôle, mais si le test de contrôle s'avère, pas bon aussi, je vais envoyer votre dossier en PMA». D'accord. Donc voilà. Comment vous avez, reçu cette nouvelle? Plutôt bien, bizarrement. Mon compagnon m'a épatée. Mmh. C'est que je pensais que, parce que c'est vrai que, chez les hommes, fertilité, c'est souvent associé à virilité. Ouais. Bah, un peu comme nous les femmes, hein, c'est vrai que, Oui, oui. j'ai ma mère qui est en période de ménopause et du coup, elle remet un peu Mmh. sa féminité en question. Ouais. Alors que finalement, ça n'a rien à voir, mais et puis, bah, quand on est sortis du cabinet, je lui ai dit: «Mais, ça va?» il me dit: «Ouais, mais il me dit: «T'inquiète pas, hein, moi c'est, enfin, il me dit: «Bah, c'est comme ça, hein», Mmh. Bah, oui. ah j'ai assez halluciné par ça, cette façon de prendre les choses C'est chouette. et puis, ouais, complètement et moi, bah, j'étais mitigée parce qu'il y avait une partie de moi qui était soulagée que le problème ne venait pas que de moi. Ouais. Il y avait une partie de moi qui culpabilisait de penser ça Ouais. et il y avait une autre partie de moi qui me disait, «Bah, en fait, on a une solution». Alors c'est pas la meilleure, c'est pas l'idéal, mais on a une solution. Est-ce que tu connaissais déjà un petit peu comment ça fonctionnait la PMA? Parce que du coup, ça faisait quand même pas mal de mois que tu n'avais toujours pas de règles, donc tu Mmh. t'étais peut-être un petit peu interrogée et renseignée aussi sur le sujet? Pas du tout, je m'étais pas du tout renseignée. C'est vrai que c'était une période de ma vie où j'ai tout pris enfin, même pendant la PMA, c'est des choses que j'ai tout pris un peu au jour le jour. Ouais, Il y avait suffisamment d'informations comme ça, j'étais suffisamment désorientée dans ma tête et dans mon corps pour me rajouter des choses. ouais. Donc non, je m'étais pas renseignée et c'est peut-être pour ça qu'au début, je l'ai si bien pris que ça parce que je m'attendais pas à que ça soit aussi, lourd, psychologiquement, physiquement, Mmh. voilà. Donc c'est peut-être pour ça que sur le coup, je me suis dit: «Bon, bah, ça va». On nous prend en main et puis ça va aller, quoi. Voilà Ouais. et puis du coup, on s'est rendus, alors c'est marrant parce que du coup, quasiment 1 an jour pour jour après avoir, pris la décision d'arrêter la contraception pour avoir un enfant, on a eu cette, réunion, à la PMA Mmh. et j'étais reconnaissante d'ailleurs là-dessus parce que je me disais: «Putain, on a été quand même pris en charge vite». Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est parce que j'avais pas mes règles. Oui. Si j'avais mon cycle normalement, en fait, on se serait pas posé de questions aussi rapidement, en fait. On aurait essayé comme tout à chacun et puis au bout d'un moment, voilà, au bout d'1 an, quand on se dit: «Bah, ça vient pas, naturellement», c'est là qu'on aurait fait les tests Ouais. et finalement, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à ma gynéco, je dis: «Bah, je suis surprise d'être prise en charge aussi rapidement et puis, bah, merci, en fait». Mmh. Et elle me dit: «Mais de toute façon, en fait, naturellement, vous pouvez pas vous» enfin, non, en fait, quand je lui ai dit: «Est-ce que si un jour mes règles reviennent, on peut avoir un enfant naturellement?» Elle a fait: «Mmh, peu». D'accord. Voilà, en fait, D'accord. texto, elle a dit ça. Mais rien n'avait été diagnostiqué de ton côté, à ce moment-là? Non et puis finalement, avec le recul, ils sont pas allés au bout du diagnostic. D'accord, On sait à l'heure actuelle, on sait toujours pas, d'où vient cette aménorrhée secondaire, en fait. d'accord. Bah, en fait, eux, ils avaient la solution, donc du coup, ils Ouais, sont ils ont pas pas cherché, ouais. Mmh. non, ils ont pas cherché le problème et puis, bah, moi, c'est vrai que, en fait, je me pose la question maintenant. Ouais, C'est vrai je que, comprends, ouais. sur le coup, j'étais dans le truc, donc moi, c'est pareil, hein, je cherchais une solution, hein, Bah, c'est ça. Souvent, on est comme ça, ouais. Mmh. ouais, mais j'avais suggéré, je dis: «Pourquoi vous me faites pas passer un scanner crânien, si ça vient pas de l'hypophyse?» Enfin, voilà, mais bon, je suis pas médecin, hein, j'avais dit des choses comme ça. Mmh. Voilà, donc c'est vrai que pour l'instant, enfin, à l'heure actuelle, on sait pas à quoi c'est dû et puis D'accord. même pendant les et bref, du coup, donc on va à cette première réunion de PMA,
où là, on nous explique le protocole. La réunion d'information avec tous les couples, tu veux dire? Ou Ouais, ouais. ouais, avec tous les couples et du coup, il y a eu la on a vu donc il y avait, une biologiste, la psychologue et la gynécologue du coup spécialiste, de l'infertilité. Donc ils nous ont expliqué le protocole, en quoi ça consistait. Mmh. Alors c'était très, à part l'intervention de la psychologue, c'était quand même une réunion qui était très médicalisée, j'ai Ouais. trouvé. Mais bon, Mmh. moi comme j'ai une formation scientifique, j'étais à l'aise avec ça, je comprenais très bien, Oui. enfin voilà. Et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé l'intervention de la psychologue, j'ai trouvé qu'elle était très juste, pas dans la guimauve, vraiment en fait, j'avais déjà essayé d'entamer un suivi psychologique l'année qui venait de passer, Ouais. mais j'étais tombée sur quelqu'un, j'avais pas du tout accroché, donc j'ai très rapidement arrêté Mmh. et du coup, je me suis dit, même si à l'époque j'étais quand même assez bien et confiante, je me suis dit: «Bah, j'aimerais faire un travail avec elle, assez rapidement». Ouais. Donc après je l'ai contactée, je l'ai vue, elle m'a suivie pendant 6 mois, donc ouais, finalement on a fait un travail quasiment avant de commencer la première tentative D'accord. et c'était quand même pas du luxe. Vous avez fait une séance en couple aussi avec elle? Ah non. Il y avait pas d'obligation, enfin d'obligation. Il y a certains centres qui «imposent» entre guillemets un rendez-vous en couple, Alors d'une, il y avait pas d'obligation ouais. et de 2, mon compagnon, c'est pas qu'il voulait pas en entendre parler, je crois que je lui ai pas proposé, mais je veux Ouais, dire que je ouais. le connais assez bien pour dire que pour lui, il en avait pas besoin, quoi, Oui, oui, clairement. c'est souvent les hommes, ils ont pas le même besoin que nous de parler, ouais. C'est ça, donc pour lui, il en avait pas besoin, bon, bah, pour lui, on avait mis le doigt, c'était un problème physiologique, c'était Ouais. pas mental, c'était, bon, bref. Mmh mh. Puis il est pas, il respecte tout ce que je Mmh fais, mh. mais alors lui, il est pas du tout ouvert là-dessus, hein. Ouais, ouais. Quand je faisais mes détox et tout, je lui disais: «Tu sais, ça serait bien toi Mmh. aussi, ou alors tu arrêtes le déodorant, en spray ou le dentifrice, il y a des perturbateurs endocriniens». Je lui Ah, on dis: est toutes «Laisse-moi pareilles. faire». Ouais. Bah ouais, parce que nous On on se étudie les renseigne, questions bah et oui. puis eux, ils voilà. Bref. Et donc voilà, et du coup, ça a duré encore, plusieurs mois. Enfin, on a vu la gynécologue, spécialiste de l'infertilité et elle nous a prescrit encore des examens, donc on a dû continuer et puis c'est des choses qui sont longues, le temps de prendre les rendez-vous, machin, Ouais. donc voilà et finalement, on a eu le go pour commencer, à la fin de l'année. À la D'accord. fin de l'année, elle m'a fait l'ordonnance et puis on pouvait commencer, dès que j'avais mon prochain cycle. Alors sachant que depuis l'été, elle m'avait fait, reprendre la pilule. D'accord. Donc voilà, c'est complètement un non-sens pour moi, mais bon, il fallait que j'ai un cycle, même si c'était un faux cycle, mais il fallait que j'ai un cycle pour pouvoir, débuter les traitements hormonaux, vu que ça se commence le premier jour des règles. Donc j'ai très, très mal vécu reprendre la pilule parce que Ouais. pendant 1 an, j'avais tout fait pour me débarrasser des hormones dans mon Bah ouais. corps et j'avais complètement en plus, je m'étais vachement, du coup renseignée là-dessus et clairement pour moi, la pilule a un grand rôle dans cette aménorrhée secondaire, à jouer. Voilà, 16 ans de prise de pilule, c'est quand même pas rien et surtout qu'en plus, je me suis rappelé qu'à l'époque, j'avais 15 ans, quand la gynécologue de ma mère a dit à ma mère, «Ah, elle a un petit copain depuis longtemps, ça serait bien qu'elle prenne la pilule», sachant qu'en plus on avait à l'époque, j'avais rien fait. Mmh. Voilà, c'était comme bon, elle va la prendre comme ça et elle avait dit à ma mère: «Bon par contre comme elle est jeune, elle aura un peu de mal à tomber enceinte», Non. à l'époque. Ah, Et ça, je m'en suis rappelé il y a vraiment pas longtemps et je me suis dit: «Putain, c'est ouf quand même». mais c'est fou. Ouais et c'était une femme, hein, pourtant Ah, ça me fait des et frissons, c'est fou. mmh bon après elle avait pas dit que, j'aurais recours à une PMA, mais elle a dit: «Elle mettra peut-être 1 an à tomber enceinte», ouais, non, c'est quand même déconné, quoi. C'est ouf comme c'était ultra banalisé, en fait. Ouais, Mais ça l'est toujours, hein, ça l'est ouais. toujours, c'est assez hallucinant et donc du coup, voilà, pour revenir, donc j'avais dû reprendre la pilule et j'avais aussi, dû, prendre un petit peu de poids parce que j'étais pas assez, j'avais une masse grasse qui était un petit peu, pourtant pour moi j'étais normale. Ouais. J'aurais bien aimé perdre même un peu quelques kilos, mais bon ça c'est toujours la vision qu'on a de nous et
donc j'ai dû, pas beaucoup, hein, mais voilà, c'était recommandé que je prenne 2-3 kilos tout en continuant à avoir une bonne alimentation et en faisant du sport, mais au niveau de masse grasse pour la sécrétion d'œstrogène, moi j'étais En un dessous. petit peu basse, voilà. Ok. Mais par contre, la première gynécologue qui me suivait me demandait plusieurs fois, est-ce que j'étais quelqu'un qui mangeait que des produits allégés ou qui évitait les graisses le plus possible. Alors je lui dis que non, pas du tout, je mangeais pas du tout de produits allégés, au contraire, enfin, j'avais une alimentation végétarienne et du coup j'introduisais ce qu'on appelle des bonnes graisses. Mm. Elle m'a dit c'est bien parce qu'on voit souvent des cas d'infertilité Oui, chez les nanas qui font énormément de sport, qui traquent oui, la moindre calorie, la moindre graisse en fait. oui. Oui, le Voilà, gras, c'est hyper important pour la fertilité. exactement. Oui. Et donc voilà. Donc du coup on a eu le go pour commencer. Donc on a commencé une première tentative en janvier. Mhm. Donc là, Janvier 2020. janvier 2020, ouais. D'accord. Janvier 2020, on a commencé une première tentative, enfin une première stimulation qui n'a pas marché. D'accord, donc Qui n'a pas ils ont marché. commencé par une stimulation simple, en fait? Ah non, eux, dans tous les cas, on était partis sur un protocole complet de FIV avec ICSI. D'accord, OK. Donc fécondation in vitro avec injection cytoplasmique de spermatozoïdes. Oui. Donc quand tu dis une première stimulation, c'est que tu as commencé un premier protocole de PMA complet en vue Voilà, d'une FIV? OK. c'est ça, exactement. Et ça n'a pas marché? Non, en janvier, on s'est arrêté à la stimulation parce que mes ovaires ne réagissaient pas en fait. D'accord. Donc j'avais tous les effets secondaires des injections d'hormones, mais aux échographies, aux prises de sang, ça réagissait pas. Donc elle a essayé de m'augmenter les doses. Et puis au bout de 12 jours, elle a dit bon, on arrête parce que ça stimule pas, ça stimulait, mais vraiment c'est ultra léger. Elle a dit vous n'allez pas D'accord. passer au bloc opératoire pour qu'on fonctionne que Oui. 2 ovocytes. Oui. Donc on a arrêté et puis Comment tu l'as vécu ça? Elle t'avait préparé sur cette possibilité, en fait, que ça se passe comme ça? pas du tout, j'étais pas du tout prête. J'étais Mmh. pas du tout prête à ça. C'est vrai que même avec la psy, hein, on avait parlé, on n'avait pas spécialement parlé de la PMA, on avait plus parlé de moi, de ce que j'avais vécu avant Mmh en mh. fait. Donc non, j'étais pas du tout préparée à ce que ça ne fonctionne pas. Enfin pour moi, c'était de la médecine moderne, ça allait marcher obligatoirement. Je savais que souvent la première tentative complète ne fonctionne pas, c'est très rare, mais je pensais pas qu'on allait s'arrêter comme ça en cours de route. Mmh. Et du coup, je l'ai vécu comme un échec et puis j'ai eu peur parce que j'ai essayé un peu de la questionner, de dire mais comment ça se fait que ça marche pas puis elle m'a dit bah c'est peut-être les hormones qui sont trop basses. Et puis elle a lâché les mots c'est peut-être une ménopause précoce. Donc ça m'a fait un coup de massue mais Ah ouais. horrible. Ben là du coup c'est là où moi j'ai associé préménopause à perte de féminité en fait. Ouais. Ouais, ça, c'est Mais elle dur, l'a ouais. dit qu'une fois. Et après, elle s'est reprise, elle m'a dit, mais on n'en est pas là et tout, sauf que les mots, ils sont bien restés, ils ont bien résonné Ah un ouais, moment dans ma tête. ça, c'est sûr. Et j'ai Ouais. eu beaucoup de mal à en parler pendant très longtemps. Est-ce que tu as fait des Non, recherches non, sur non, ça? non, Parce que j'ai fait non, l'autruche. tu as J'ai bien fait fait. l'autruche, j'ai pas Non, voulu. c'est très important parce J'ai que pas voulu. effectivement, c'est des mots qui font peur et malheureusement, si on commence à chercher, sur Google, ça peut être très C'est ça, effrayant. non, c'était hors de question que, enfin, voilà, j'ai pas voulu Mmh. chercher. Et puis, du coup, voilà, elle m'a dit, mais de toute façon, vous allez avoir, je vous donne un médicament pour déclencher vos règles. Et puis dès que vous les avez, si vous êtes OK, on reprend la tentative. Donc on va reprendre du début. Donc moi j'étais OK, je voulais pas rester sur un échec. Et du coup, voilà, février, on recommence une tentative avec un produit différent. Et là, ça fonctionne. Donc là, soulagement quand je vois première Super. échographie que les ovaires sont stimulés. Voilà. Donc là, j'étais soulagée. J'étais extrêmement fatiguée aussi, encore plus que le mois d'avant. Et puis à un moment donné, d'ailleurs, j'étais tellement fatiguée que sur la fin de la stimulation, j'ai demandé à me faire arrêter parce que Ouais. c'était déjà que j'étais très fatiguée, il fallait que je cours tous les 2 jours faire l'échographie, enfin la prise de sang et l'échographie. Plus j'avais la biologiste du centre de PMA qui me faisait gracieusement de l'acupuncture. Ah génial! Alors c'est vrai que ça, ouais, alors c'est vrai que c'était très bien,
Et en fait, c'est des séances où j'y allais les autres jours où j'avais pas les prises de sang. Donc en fait, clairement, j'y allais tous les jours au Ah, centre de PMA. tu Voilà. toute la semaine, quoi. Il était proche de chez toi? Oui, ça va, il était proche de chez oui, et il est enfin, oui, oui, il était très proche de chez Ça moi. va. Et puis, enfin, ouais. Mais tu y étais tous Mais les jours, j'étais quoi, tous les c'était beaucoup. jours, j'étais fatiguée, physiquement, psychologiquement, donc voilà. Et puis, vient la ponction et donc c'est vrai que voilà, le jour de la ponction, donc ça y est, bah, je passais au bloc, hein. Et en fait, donc voilà, la ponction s'est très bien passée. J'ai été, hyper bien encadrée par une super équipe médicale. Par contre, c'est l'après que j'ai mal vécu parce que j'étais pas préparée. Ça, on nous l'avait pas dit, en fait. Ouais, Enfin, personne dans l'équipe médicale m'avait dit, après la ponction, il se peut, parce que c'est il se peut, hein. Moi j'ai réagi comme ça, mais toutes oui. les femmes ne réagissent pas comme ça. Il se peut que votre corps gonfle, il se peut que vous ayez une prise de poids, mais voilà, c'est hormonal. Il se peut que Mmh. vous ayez mal. J'ai tout eu, j'ai tout eu. Et puis j'ai eu des douleurs, et en plus on peut prendre que du Doliprane. Pour le coup, Doliprane et Ouais. Spasfon. Alors, les 2 trucs qui n'ont jamais fait effet sur moi. Anti-inflammatoire, c'est niet, ibuprofène, c'est niet. Mmh. Et à part, en fait, à part rester couché et attendre que ça passe, en fait, on ne peut rien faire. Et ça, j'étais pas. En fait, nous, ils nous avaient juste dit, la ponction, c'est le matin. Vous rentrez en ambulatoire, vous rentrez chez vous vers midi. Et après, l'après-midi, vous restez chez vous au calme. C'est tout ce qu'on nous dit. C'est tout. On ne Ouais. dit pas, prévoyez les jours suivants d'avoir encore mal et de rester couché, en fait. Et donc j'ai passé un week-end, alors c'était le vendredi, ma ponction. J'ai passé un week-end allongé à la romaine. Voilà, à pas reconnaître ce corps endolori, à l'arrêt, gonflé, qui était le mien, en fait. Et puis bon, après je me suis dit, bon, allez, il y a le transfert d'embryon, focalise-toi là-dessus. Donc on a eu le transfert d'embryon le lundi. D'accord. Et puis après, bah, je suis rentrée à la maison, je m'en souviens plus trop, je crois que je me suis encore reposée 1 ou 2 jours. Et après, j'ai repris le travail tranquillement. Parce que là, c'est pareil, on nous dit, vous pouvez, après, vous reprenez une vie normale pendant 15 jours Ouais, jusqu'au test de grossesse. Mais en fait, une vie normale, c'est quoi? Parce que, c'est ça. voilà, parce qu'en fait, ils nous disent, on vous transfère les embryons, mais vous n'êtes pas encore enceinte. D'accord. Et en fait, du coup, est-ce que je peux boire de l'alcool? Ah non, d'accord. Est-ce que je peux aller courir? Ah non, d'accord. Ben, je suis enceinte. Ben non, vous n'êtes pas enceinte. Mais je suis quoi, en fait? Et c'était moi qui, après, c'est ma façon d'être, hein. Je suis quelqu'un qui intellectualise beaucoup. Mmh. J'arrivais pas à mettre les mots là-dessus. Et je me souviens, le lendemain du transfert, je suis allée à un cercle de femmes. Et du coup, j'en ai parlé et elles m'ont dit, tu es porteuse de vie. Et ça, j'ai bien Ouais, aimé. c'est beau. J'ai bien aimé ça comme Mmh. symbole. Et je me suis accrochée à ça. Bon, malheureusement, j'ai pas apporté la vie plus de quelques jours parce que au bout de, enfin, 2 ou 3 jours avant de faire le test de grossesse, j'ai eu des hémorragies très violentes. Donc, Ah ouais, bon, pour moi, il y avait pas de détour, pas de hein. doute. C'était Mmh. voilà. Alors, je sais pas si là encore, je sais pas si c'est des règles, si c'était une fausse couche. Voilà, j'avais pas Mmh. de mots là-dessus, mais bon, pour moi, qui plus est, c'est que c'était terminé. Ouais. Du coup, j'ai appelé ma gynécologue et le cabinet m'a dit, il faut quand même que vous fassiez le test de grossesse, et tant que vous n'avez pas les résultats, vous continuez à prendre la progestérone. Parce que Ouais. juste après la ponction ovarienne, il faut qu'on prenne 3 fois par jour de la progestérone. C'est des cachets. Mmh. C'est des cachets, c'est pas, c'est beaucoup moins contraignant que les injections. Et, Mmh. et j'ai trouvé ça super cruel, en fait. Pour moi, je Ouais. savais que c'était mort, et de devoir quand Mmh. même faire cette prise de sang, et de devoir quand même prendre ces hormones alors que je ne voulais plus entendre parler d'hormones pendant 3 jours, Ouais. je l'ai super mal vécu. Et donc, voilà, du coup, j'ai passé 3 jours compliqués. Bah, je crois que le premier soir, d'ailleurs, on était à une soirée, bah, j'ai bu et j'ai fumé parce que moi je savais que c'était mort dans tous les cas. Oui. Mais je continue à prendre la progestérone, c'est ça qui était complètement. Du coup, j'ai fait la prise de sang sans. Le résultat était sans appel. De toute façon, j'ai eu aucune surprise. Et là, ma gynéco m'appelle et me dit, bon, c'est bon, vous pouvez arrêter ta progestérone. Je dis merci. Bon, si c'est ok pour vous, on laisse un mois de pause et on reprendra le mois suivant. J'ai dit non, en fait non, c'est pas ok. Je fais là, j'ai besoin de souffler. Parce que mine de rien, Ouais. ça fait 2 mois qu'on fait que ça. Ça fait 2 Mmh. mois que
ma vie tourne autour des injections, de l'acupuncture, des rendez-vous PMA. Là, j'ai besoin vraiment de souffler. Je dis pas que je vais faire une pause de 6 mois, mais bon là, voilà, laissez-moi 2-3 mois, et puis je reviendrai vers vous quand je serai prête pour la deuxième tentative. Et en fait, c'était début mars, et peut-être 10 jours après, on nous annonçait le confinement national. Et finalement, cette situation avec la Covid-19, ça m'a fait complètement penser à autre chose. Ouais. Parce que moi, j'ai continué de travailler, comme je suis dans le domaine médical, j'ai continué à y travailler, donc c'est vrai que je voyais un peu le monde extérieur, j'avais l'impression d'être en Walking Dead, quoi. Au tout début du confinement, c'est très, très Ouais. particulier. Ça m'oppressait énormément. Je sais que comme mon compagnon, lui, était confiné, je lui ai dit au bout d'un moment, je lui ai dit: «Écoute, tu vas gérer les courses parce que moi, j'y arrive pas. Mmh. Mmh. Ça m'oppresse, ça me stresse». Mais bon, et puis c'est très marrant parce que autant le monde extérieur paraissait dangereux, autant à la maison, c'était la bulle cocooning, quoi. Et puis même, on voyait tout le monde sur les réseaux sociaux faire des cours de cuisine en live, faire des cours de yoga en Mmh. live, c'était très marrant cette différence entre l'intérieur et l'extérieur. Mais bon, du coup, je me suis raccrochée à ça, et moi aussi, je me suis ma bulle les week-ends et les soirs, enfin les jours où je travaillais pas. Mmh. Et voilà. Et puis avec mon compagnon, on se cultivait des petits rituels le samedi soir, même si c'était le confinement. C'était soit l'un soit l'autre qui cuisinait, et puis on ouvrait une Mmh. bouteille de vin et on se faisait un petit dîner en amoureux. Enfin voilà, on faisait Mmh. du sport à la maison, on s'est fait des petits trucs comme ça. Et du coup, ça m'a fait bien penser à autre chose. Et Mmh. quand il y a eu le déconfinement, au tout début, je savais que le centre de PMA ne refaisait pas les protocoles, il faisait juste les dépistages. Après, quand j'ai su qu'ils avaient recommencé, j'ai appelé ma gynéco et je lui ai dit, c'est ok, je suis prête. Je suis D'accord. prête. Et puis entre-temps, là, j'avais commencé un peu plus à en parler, voilà, en parler à des amis, à écouter des podcasts, justement, Mmh. là-dessus, à lire un peu, et j'étais beaucoup plus préparée mentalement. Déjà, j'avais Mmh. accepté le fait que la PMA, qu'une tentative, c'est pas une tentative, c'est plein d'étapes, et qu'à chaque étape, Mmh. il peut y avoir succès ou échec. Enfin Ouais. voilà, qu'une tentative peut s'arrêter en fait à n'importe quel moment. Ça, j'avais bien Mmh. intégré, et puis que dans tous les cas, nous, voilà, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était faire de notre mieux. Donc Mmh. qu'après, c'était pas, ça suivait son C'était cours. pas dans vos mains. Ouais. Mmh. D'ailleurs, il y a une phrase d'une psychologue, je sais plus laquelle, qui disait, et j'avais vachement retenu, c'était je donne le meilleur de moi, la vie veut le meilleur pour moi, et le résultat ne m'appartient pas. Mmh. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, que ça Ça représentait définit bien, la ouais. Mmh. PMA, vraiment. Et du coup, la deuxième tentative, donc c'était au mois de juin, ça s'est beaucoup mieux passé parce que j'étais prête, parce que je l'avais déjà vécu, je savais exactement ce qui allait se passer. J'avais vraiment allégé au maximum mon emploi du temps parce que je savais que ça allait être lourd. Donc c'est vrai que Mmh. il y avait eu le déconfinement, mais j'avais pas repris les cours de sport, je continuais à faire à la maison, donc forcément c'est un gain de temps parce que je restais à la maison. Mmh. J'avais pas voulu reprendre l'acupuncture cette fois-là, et puis bon, finalement, autant je suis pro médecine douce, autant c'est vrai que en fait ma seconde stimulation a fonctionné autant que la première avec et sans acupuncture. Et puis même le jour de la ponction, les 2 jours qui suivaient, j'avais absolument rien prévu. Voilà, le frigo était plein, tout était fait. Moi, j'avais pris des vêtements larges. Je m'étais fait le plein d'infusions de feuilles de framboisier, d'ortie. Enfin voilà, j'étais vraiment prête et sereine. Préparée. Et ouais. Et à côté de ça, j'ai continué à avoir une vie en fait. C'est vrai que en plus, comme on venait d'être déconfiné, on avait un peu envie de voir nos proches, donc du coup, Mmh. j'ai continué à me ménager sans surpasser ma fatigue, mais voilà, ménager des temps entre copines, des petits apéros, des trucs, voilà, un peu des soupapes de décompression. Et puis comme mes amis étaient au courant, j'étais hyper à l'aise avec ça. Il y a même une fois, je suis allée chez une amie proche et on avait rendez-vous tôt. Et je devais faire mon injection, plutôt qu'y aller après mon injection, j'ai débarqué avec ma glacière, j'ai mis mes trucs au frigo, puis quand Bah le ouais. réveil a sonné, j'ai dit je reviens. Et elles sont allées voir ce que je faisais et tout, ça les intriguait, donc du coup je leur ai expliqué. Et même après, hein, même après le transfert, enfin, on a continué, on s'est fait un resto avec mon copain, enfin voilà, on a continué à vivre pendant 15 jours.
Ouais. en essayant d'y penser le moins possible, mais bon, ça passe quand même assez doucement, hein, faut pas le Ouais, nier. ça c'est sûr. C'est une période où j'écrivais tous les jours dans mon carnet, j'avais besoin de me décharger. Mais voilà, on a essayé de penser, enfin, c'était plus fluide dans tous les cas. Voilà, même s'il y avait l'attente, on essayait de penser à autre chose, de se détendre et puis, voilà. Et en fait, après, quand on a eu le résultat, c'était magique. Mmh. Vous l'avez découvert tous les 2? Alors on devait, mais j'ai pas tenu. En fait, il m'avait fait promettre que, que ça serait la première personne à qui je l'annonce. Il m'a dit: «Surtout, t'appelles pas ta mère avant, t'appelles pas, enfin, je fais quand même, il me dit: «Oui, mais on sait jamais». D'accord. Et du coup, je lui ai dit: «Bah, tu sais quoi? Comme tu vas rentrer du boulot à 5 heures, imagine si le résultat est mauvais, bah, j'aurais besoin de toi, en fait». Et du coup, je lui ai dit: Mmh. «Bah, non, bah, je t'attendrai pour l'ouvrir». Et en fait, ce jour-là, je suis allée déjeuner avec des copines. Je me suis dit: «Comme ça va faire un peu passer la journée et tout». Sauf Ouais. que j'ai reçu le mail, genre à 13 heures. Je me rappelle, j'étais au resto et je vois le mail et là, j'ai l'estomac qui se serre, donc j'ai essayé de penser à autre chose. Donc le déjeuner s'est passé. Et après, je me suis dit, c'était un peu loin de la maison, donc j'ai pris mon temps pour rentrer. Mais en fait, il restait encore plus de 2 heures à l'attendre. Et j'étais comme Mmh. un lion en cage. Et au bout d'un moment, je fais: «Eh, c'est bon, je l'ouvre». Mais j'étais confiante. Et puis quand j'ai vu le résultat, j'ai hurlé, j'ai pleuré, je suis pas quelqu'un de croyant, mais j'ai regardé, j'ai levé Ouais. les yeux au ciel et j'ai dit merci à l'univers. Et puis, après, quand mon compagnon est rentré, il m'a vu avec un sourire jusqu'aux oreilles, il a compris quoi. Il m'a dit: «Tu l'as ouvert?» J'ai dit: «Oui». Et il me dit: «Bon, c'est bon?» J'ai dit: «Oui». Il me dit: «Bon, c'est cool». Donc, voilà. Et parce que voilà, et puis c'est surtout, il voulait pas que je lui dise par message ou que je l'appelle. Il voulait que je lui dise en face, donc il fallait que Ouais. j'attende qu'il rentre du travail. Et je dis: «Ah, tu fais pas une heure sup, hein, aujourd'hui, hein?» Et au deuxième, donc il faut faire un test pour confirmer la semaine d'après. Et là, il m'a dit: «Pour le deuxième, tu peux m'envoyer un texto». Donc, du coup, j'ai eu les résultats quelques heures après. Je lui ai envoyé un texto en lui disant c'était bon. Et puis voilà. Après, et puis après, il m'a accompagnée aux 2 premières échos, Et tout va et bien. tout. Ouais, bah voilà, tout va bien. Je touche du bois là. Ouais. Donc, Et ça va du coup, vous avez réussi à vous projeter en fait, à vraiment y croire, à pas remettre en doute en fait, les résultats, à vraiment, profiter en fait de cette annonce? ah oui, 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 là-dessus, on s'était, bah, en fait, lui, tant que j'ai pas eu, tant que mon corps n'a pas, au tout début, vu que mon corps ne, enfin le corps ne change pas au Mmh. début, hein, même Ouais. si, moi c'est vrai que j'ai pris un peu de poids dès le début, enfin en tout cas voilà, on voyait que j'ai pris, bon si, la poitrine, mais voilà, enfin j'avais pas le ventre qui pointait et tout. Donc, au tout début, il Mmh avait mh. du mal, quoi. C'était, on allait au resto, il me disait: «Bon, on boit du blanc ou du rouge?» Je lui disais: «Bah non». «Ah oui, c'est vrai. Bon, tu veux des huîtres?» «Bah non plus». «Ah oui, c'est vrai». Enfin voilà, c'est vrai que les vacances, début septembre, on était en vacances. Et oui, il avait un petit peu, après c'était plus des réflexes parce qu'en temps général, il était à l'écoute, hein, quand il me disait: «Ça va, Oui. tu veux marcher ou tu veux t'arrêter ou tu veux», enfin voilà, Mmh. là-dessus, il était à l'écoute. Non, c'est plus moi qui freinais ses ardeurs, parce que, enfin, il me dit, «Ah, j'ai hâte de faire la chambre». Je dis: «Oh, tranquille. Oui. On attend le troisième trimestre», enfin, voilà. Donc, Bon. continuons les quelques travaux qu'on devait faire dans les autres pièces. Ouais. Et puis voilà. Après, même quand, là, c'est vrai qu'on a des copains qui veulent nous filer déjà des fringues, des accessoires et tout. On leur dit: «Bon, on a le temps, on récupérera ça plus tard». Alors moi, j'ai pris les fringues de grossesse. Ça m'aide beaucoup. Ouais. Mmh. Mais après, tous les autres choses, pourtant, je suis pas quelqu'un de superstitieux, mais bon, je préfère attendre un petit peu, quoi. Oui. Mmh. Donc voilà. Chaque chose en son temps. Ouais, voilà. Mmh. D'accord, et du coup de ce parcours en fait, est-ce que vous en avez parlé autour de vous? Oui, 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 on en a parlé. Moi, j'en ai parlé assez rapidement parce que j'avais besoin d'en parler. Pierre, c'est quelqu'un qui garde plus les choses pour lui, mais vers la fin, quand même, il a eu besoin d'en parler. Il s'est confié à certains de ses amis proches. Ouais. Donc oui, on en a parlé à nos amis. On avait aussi informé nos familles parce que, bah, Oui. on commençait à avoir des questions un peu gênantes et un peu lourdes, en fait. Donc, Mmh. du coup, bon, moi, ma mère était au courant,
de tout dès le début. À partir du moment où Ouais. on a commencé à essayer, alors mon copain il voulait pas en parler, mais moi au bout de 6 mois que j'avais pas mes règles, je lui ai dit: «Bon, toi tu fais ce que tu veux, mais moi, je Mmh. suis une femme, je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps de femme. J'ai besoin d'en parler et je vais en parler à la première femme de ma vie qui est ma mère». Donc voilà, ma mère a été toujours au courant et ça a été une alliée précieuse parce qu'elle m'a toujours défendue, notamment, auprès de la famille qui eux ne savaient pas et qui étaient un peu, qui étaient assez lourds. Sur enfin, Ouais. elle a passé 30 ans, quand est-ce qu'elle s'y met, Mmh c'était pas mh. forcément, alors oui, des fois c'était quand j'étais là, mais des fois c'était quand j'étais pas là, quoi, donc au Ouais. bout d'un moment, elle a pris l'initiative elle m'a dit: «Écoute, je sais pas comment tu vas le prendre, mais je l'ai dit à tes grands-parents parce que ça commençait à être pénible et j'avais pas envie qu'ils t'ennuient et voilà, je leur ai juste dit que vous essayiez et que c'était compliqué». Et en fait, je lui ai dit: «Tu as bien fait», et oui, elle a bien fait parce qu'en fait, juste dire: «Ils essayent, c'est compliqué, arrêtez de leur en parler», bah, en fait, les gens ont arrêtent d'en parler. Enfin, nous, en tout cas, ils ont respecté ça. Ils ont Ouais, c'est respecté bien. ça, ils ont arrêté d'être lourds, et ma belle famille, mon compagnon leur a dit aussi, parce que c'est pareil, ils étaient en fait, c'est des petites remarques, ça peut faire rire quand on n'est pas là-dedans, mais en fait, quand on est Mmh. là-dedans, c'est des choses qui font extrêmement souffrir, en fait, Ouais. parce que ça nous renvoie à ce qui se passe. Donc voilà, donc Mmh. tout le monde était dans notre entourage proche, était quand même au courant, et c'était tant mieux. Et du coup, est-ce qu'ils s'intéressaient? Est-ce qu'ils ont posé des questions? Ou est-ce qu'ils évitaient un petit peu le sujet et du coup vous en parliez pas? Non, en général, ils évitaient un p si, ils posaient des questions, mais plus du style, «Quand est-ce que vous allez refaire une tentative?» ou, mais voilà, c'était quand même assez, ça a toujours été c'est toujours resté, respectueux. Puis Mmh mh. il y a quand même une grande forme de pudeur, hein, quand on parle Ouais. de ça et de fertilité, parce que ça touche à l'intime. Donc ils sont Ouais. toujours, que ce soit les amis ou la famille, ils sont toujours, restés respectueux. Et puis, c'est vrai que, pour la première tentative, on était assez transparents, et puis pour la deuxième, on avait fait le choix de pas en parler, Mmh. et puis enfin de moins en parler, et du coup, on avait simplement dit, «On va en refaire une, mais cette fois, on le dira pas quand». Voilà. Ouais. Et puis les gens respectent, voilà. Après c'est vrai que, là-dessus on a été hyper bien entourés. Voilà. Après Bon. c'est sûr que mes amies, je leur en parlais, mais en fait, elles étaient là, elles m'écoutaient, elles me soutenaient, mais sans comprendre. C'est ça qui Mmh. était compliqué, et c'est vrai que, je pense que c'est pour ça aussi que j'avais besoin quelque part, moi, d'en parler, sur mon blog de ce parcours, et puis, bah, à travers les podcasts, parce que moi, ça m'a beaucoup aidée justement finalement Mmh. vers la fin, à la deuxième tentative, puis même pendant le confinement quand j'ai un peu lu des témoignages comme ça, c'est des Mmh. choses que j'avais fuies. En fait, je me suis dit: «Bah non, ça t'aide de voir que, de lire des expériences, comme ça». Voilà. Bon après j'ai pas Mmh. spécialement rejoint des forums, j'avais une amie qui m'avait enfin, quelqu'un qui m'avait conseillé un groupe Facebook de parole. C'était encore un peu tôt pour moi. J'y arrivais pas encore. Ouais. Donc mais voilà, mais rien que, c'est vrai que, voilà, lire des témoignages et écouter des podcasts, ça m'a fait du bien. Au niveau de ton couple, à quel point ce parcours a impacté, en fait, votre vie de couple? Et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour rester soudés dans toute cette épreuve, en fait? Mais au tout début, il y a eu vraiment une différence, au niveau émotionnel, en fait, parce que là, quand on était encore dans les phases d'exploration et qu'on passait les différentes, que je passais au début les différentes analyses, c'était difficile parce que, mon compagnon partait du principe que le problème venait de moi. En fait, factuellement, D'accord. on avait l'impression que le problème venait de moi Oui. parce que je n'avais pas mes règles. Mais voilà, de son côté, aucune remise en question. Et puis c'est vrai que, il y a eu des discussions où il me l'a fait bien sentir. Donc c'était difficile à vivre. Je pense que c'est pour ça Mmh. aussi que j'étais un peu soulagée quand on a su que le problème venait pas que de moi. Ouais. Et après, même au début de la PMA, il était là, il était impliqué, il m'écoutait, mais il me soutenait, mais il comprenait pas certaines de mes réactions. Par exemple, c'est vrai qu'il comprenait Mmh. pas, pourquoi je pleurais quand un proche nous annonçait une grossesse. Mmh. Et une fois, il m'a carrément dit, «Tu pas à être heureuse pour les autres, en fait». Et ça, Ça, c'est dur, ouais. ouais, c'est Mmh. dur. Et ça, finalement, il l'a ressenti à son tour, mais plus tard,
quelques mois après, un jour, il m'a confié, parce qu'on avait un couple qui nous avait, parce qu'en plus c'était une année pour le coup, on nous annonçait beaucoup, beaucoup de grossesses. Ouais, c'est toujours comme ça. Voilà, et on a un couple d'amis proches qui nous avait annoncé une grossesse, et en plus pour le coup, bah, ce qui met la rage, c'est c'est venu naturellement, ils ont genre essayé pendant 2 Mmh. mois, enfin, voilà. Et il m'a dit: «Bah, ça commence à me faire mal. Ça commence à me faire mal», et je lui dis: «Bah, tu vois, là, ce que tu ressens, c'est moi ce que je ressens depuis des mois. Donc est-ce que tu comprends maintenant Mmh. pourquoi je réagissais comme ça?» Il m'a dit: «Bah oui, je comprends». Donc on a eu, Ouais. bah, en fait, je pense que c'est la définition du couple même, hein. On a eu du mal à s'accorder au niveau émotionnel. J'avais un train, entre Mmh. guillemets, «d'avance» sur lui, et voilà. Mais après, ap après une fois qu'il a compris, déjà c'était plus, il était, bah, du coup, il était souple au niveau de mes réactions. Lui, il s'est jamais trop exprimé là-dessus, même si je lui avais dit, Mmh. même si au tout début du parcours, je lui ai dit: «Écoute», parce qu'il a été élevé comme, voilà, un garçon, ça montre pas ses Mmh mh. émotions, machin. Donc il a toujours été, en mode: «Je suis un roc, je suis un pilier», et en fait, au tout début du parcours, je lui avais dit: «Écoute, tu as le droit, bah, des fois d'être pas bien, tu as le droit Mmh. de pleurer si tu le veux, tu as le droit enfin, c'est OK, on est une équipe. Mmh. Toi, tu es toujours là pour moi, mais moi Ouais. aussi, je suis là pour toi. Et puis même si je suis Mmh. plus sensible que toi, je suis aussi quelqu'un de fort, je suis quelqu'un qui peut être là pour toi». Donc Mmh. voilà, je lui avais ouvert la porte. Je lui avais ouvert la porte et je lui avais dit, enfin, c'est OK. Bon, il l'a jamais, vraiment ressenti, mais après on parle énormément. On discute Ouais. énormément, on a toujours fait ça, et notamment, le fait de cultiver, parce que voilà, c'est vrai que la PMA, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et d'énergie, et même si on est fatigué, en fait, c'est important. Enfin, moi, je trouve que c'est important pour le couple de continuer à avoir des moments de qualité, en fait. Et du coup, on a Mmh. continué à cultiver ça. Donc c'est vrai que nous, pour le coup, on est très resto, donc voilà, on va faire des sorties au resto de temps en temps, ou pendant le confinement à faire des petits repas à la maison. Même avant le confinement, faire un peu de petites escapades en amoureux de temps en temps, enfin, voilà. Mmh. Après chacun, il y en a qui sont plus sorties culturelles, enfin voilà, à Mmh chacun de mh. trouver, ou sport, à chacun de trouver, son ou ses moments. Mmh. Mais c'est des moments de qualité qui sont importants, parce qu'en plus, c'est des moments où on va davantage partager. C'est des moments où on prend le temps de Mmh. parler de nos sentiments Ouais. et de mettre à plat les choses. Et ça, on a toujours été un couple soudé, mais c'est quand même très important de cultiver ça, surtout dans ces périodes compliquées. Ouais. Et est-ce que tu aurais un conseil, en fait, pour les femmes qui nous écoutent et qui vivent mal, en fait, l'attente, les parcours comme ça douloureux? Bah, d'en parler, en fait, je pense que d'en parler, ou de trouver des témoignages, enfin de trouver une source de soutien, je trouve ça très, très important. Et puis après, bah, voilà, essayer de trouver le maximum de choses qui nous font du bien. Que Mmh. ça soit au niveau, que ça soit dans la pratique physique, que ce soit du yoga, que ce soit de la méditation, de la lecture, de l'écriture. Moi, c'est vrai que je me suis vachement, axée vers le développement personnel. Mmh. Je l'étais déjà, mais voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée dans cette période. Bon là, c'est vrai que, avec le virus, c'est un peu compliqué, mais les cercles de femmes aussi, ça m'a beaucoup aidée. Mmh. Un peu cette sororité là, d'être entourée, ça fait beaucoup de bien. Après, non, j'ai pas de conseils à donner, hein. J'ai juste envie de partager mon expérience, et puis à part leur souhaiter, leur envoyer des bonnes ondes et leur souhaiter beaucoup de courage, Mmh. leur dire que oui, ça, enfin, c'est chiant quand on nous dit, «Ça va arriver, tu verras, Mmh. machin». Bah si, ça arrive en fait, ça arrive, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce parcours, en fait, de ces années, d'attente et cetera? Si tu avais une chose à retenir? Ben en fait, avec le recul, je me dis que, quand je le vivais, ça me paraissait interminable, et en fait, maintenant avec le recul, je me suis dit: «Mais en fait, 2 ans, c'est rien». Enfin, moi, en tout cas, Ouais. je m'estime extrêmement chanceuse. Je trouve que 2 ans, Mmh. c'est rien, comparé à d'autres parcours. Après, si je devais retenir des leçons, bah,
C'est le lâcher prise parce que on peut pas complètement lâcher prise en PMA, hein, parce qu'il y a les rendez-vous médicaux, il y a les injections. En fait, on peut pas lâcher prise sur le comment, mais en fait, il faut apprendre à lâcher prise sur le quand. Sur le quand est-ce que ça va arriver, sur le quand, parce qu'en fait, ça ne nous appartient pas. De même que la grossesse en général, hein. La grossesse, c'est un travail de lâcher prise continu, hein. Moi qui suis quelqu'un de tout le temps dans le contrôle, c'est perpétuellement de la remise en question, du lâcher prise, de l'écoute de soi. Et je pense que la PMA, il faut énormément s'écouter aussi. Ça m'a appris vraiment à beaucoup plus m'écouter, et des fois à me dire, en fait, ton corps, il te dit stop, il te dit que t'as besoin de te reposer. On relativise beaucoup aussi sur d'autres choses, en fait. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour l'avenir? Même si j'ai ma petite idée. Une grossesse sereine. Une grossesse sereine avec un accouchement serein et un allaitement serein, et voilà, que tout se passe bien pour ce petit être qui grandit doucement et qui prend sa place. Et une maman sereine, ça serait bien aussi. Écoute, je te souhaite plein de sérénité. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup pour ton témoignage, Pauline, et je suis sûre que ça aidera beaucoup de femmes. Donc merci d'avoir osé te dévoiler comme ça. Je l'espère. Merci beaucoup. Et puis merci à toi, Mélanie, et merci pour le travail que tu fais, parce que je trouve ça très chouette. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à toi aussi. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne manquer aucun épisode, suivez Serendipity le podcast sur Instagram et pensez à le soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, n'hésitez pas à m'écrire via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Et en attendant le prochain épisode, souvenez-vous de cette citation de Paul Éluard, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Prenez bien soin de vous.